Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Mondial Football Club Géopolitics tome 2 de Kevin Vessière. Par quels moyens Mussolini est-il parvenu à instrumentaliser la Coupe du Monde 1934 au profit de son régime fasciste? Comment la Corée du Nord, grâce à sa surprenante équipe, s'est-elle révélée aux yeux du monde en 1966? Pourquoi la rencontre entre le Koweït et la France en 1982 a-t-elle donné lieu au premier arbitrage diplomatique? Quelles ont été les coulisses du match de la paix de 1998 entre les États-Unis et l'Iran? Comment et pourquoi le Qatar a-t-il obtenu l'organisation du Mondial 2022? Dans ce deuxième tome, Kevin Vessière raconte 22 nouvelles histoires où le ballon rond, dans le contexte particulier des Coupes du Monde, s'est retrouvé au cœur des enjeux politiques internationaux en partant des prémices, en 1900, jusqu'à l'édition qatari de 2022. L'auteur nous explique comment depuis 120 ans, la plus grande compétition sportive a toujours été un outil propice aux jeux d'influence et de pouvoir. Kevin Vessière, 30 ans, expert et professeur en géopolitique du sport, a créé Football Club Géopolitics, un compte Twitter suivi par plus de 55 000 personnes. Il est l'auteur de Football Club Géopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde, Max Milo, 2021. Introduction. Le 20 novembre 2022 marquera l'ouverture de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Rassemblant 32 équipes, elle sera l'événement footballistique et sportif le plus suivi de l'histoire. Près de 1,4 million de supporters et 3,5 milliards de téléspectateurs y sont attendus. Difficile d'imaginer que la première compétition en 1900, alors sous l'égide des Jeux Olympiques, ne rassemblait que quelques 1500 personnes au Vélodrome de Vincennes. Ce championnat des nations avant l'heure n'a eu de cesse de grandir au cours du XXe siècle. D'abord au niveau olympique, où les tournois de football acquièrent une notoriété telle qu'ils deviennent le sport le plus prisé des JO. Les nations, en quête de symboles et de prestige, s'immiscent alors dans cette dynamique et créent en 1904 la Fédération internationale de football association FIFA. Le football s'internationalise, portant notamment l'espoir que les différents matchs entre les sélections nationales canalisent les tensions et remplacent les conflits armés. La Première Guerre mondiale siffle un triste arrêt de jeu en 1914 et rappelle que les puissances de l'époque n'en avaient pas encore fini avec les épisodes militaires. Le traumatisme de cette guerre marque toutefois une prise de conscience et un désir de ne plus revivre pareil conflit. Les États s'accordent pour chercher des moyens afin de neutraliser toute rechute. Les Jeux olympiques et son sport le plus populaire, le football, reprennent leur rôle de catalyseur en décuplant leurs moyens. Le tournoi olympique prend une telle importance populaire et économique qu'une scission s'opère en 1930 entre le Comité international olympique, CIO, et la FIFA, ce qui donne naissance à la première Coupe du monde de football. Elle n'aura pas lieu dans l'hémisphère nord, pourtant au cœur des décisions stratégiques de l'époque, mais en Amérique du Sud, sous le soleil uruguayen. Les investissements conséquents de l'Uruguay dans la réussite de cet événement témoignent que, dès cette première édition, la Coupe du Monde porte un fort intérêt politique. De 13 participants en 1930, le mondial passe à 16 puis 24 équipes en 1982, pour en réunir 32 à partir de 1998. La 23e édition en 2026 verra encore plus grand, puisqu'il est prévu que 48 sélections nationales soient présentes. Surtout, c'est le nombre de pays participants aux éliminatoires qui interpelle, passant de 32 équipes en 1934 à 210 sélections nationales pour le Mondial 2022. Le football parvient ainsi à réunir plus que l'ONU et ses 193 pays membres. Il faut dire que la participation à une Coupe du Monde permet de mettre toute une nation sous les projecteurs et d'exposer à toute la planète son hymne et son drapeau. Parfois avec réussite, comme le montre la surprenante équipe nord-coréenne lors du Mondial anglais de 1966. La Corée du Nord, initialement isolée et opaque, y est apparue alors glorieuse tout en gagnant en sympathie vis-à-vis du public occidental. Les succès sportifs lors de cette compétition permettent aussi de créer un lien fort entre le peuple et la sélection nationale,
avec l'idée de fédérer tout un pays grâce au succès sportif. Le sacre de l'Uruguay à domicile lors du mondial 1930 en est un exemple. La victoire de l'Allemagne de l'Ouest en 1954, surnommée le miracle de Berne, en témoigne également et permet à la nation allemande de renaître de ses cendres. D'autres exemples sont aussi fascinants. L'Algérie en 1982 qui dépasse les attentes et surprend le favori ouest allemand, se rappelant au bon souvenir du 11 de l'indépendance, ou la Croatie en 1998 qui, par sa 3e place et ses performances remarquables, retrouve une visibilité internationale après les guerres de Yougoslavie. Les projecteurs de la Coupe du Monde peuvent cependant se révéler à double tranchant, et la Yougoslavie justement en a fait les frais. L'édition de 1990 a révélé toute la complexité ethnique de cette république fédérale, qui s'est effritée sous le poids des changements géopolitiques à la fin de la guerre froide. Ce mondial s'est révélé être une course contre la montre pour sauver ce qu'il restait de l'unité du pays. Toutefois, le dernier pénalty manqué de Farouk Hadjibegic est venu rappeler que le sport ne peut pas tout. Comme le révèle aussi l'exemple du Koweït, qui voulait montrer un visage conquérant lors du mondial 1982, mais la déroute face à l'équipe de France donne lieu à un improbable arbitrage diplomatique. Ce qui repose la question de l'importance de l'exposition internationale apportée par la Coupe du Monde pour les différents pays. Certes, elle est un puissant divertissement spectacle qui attire l'attention sur toute une sélection, mais gare au ridicule. Les sélections, par les symboles qu'elles véhiculent, ont un rôle d'ambassadrices lors du mondial, les sportifs représentant leur nation ou leur État, qui sont des expressions de leur communauté imaginée, selon l'historien Eric Hobsbawm. La représentation du pays par l'équipe nationale est telle qu'il arrive que les matchs de Coupe du Monde s'apparentent à de véritables batailles diplomatiques. Comme l'illustre le fameux match RDA-RFA en 1974, où les deux Allemagnes sont réunies sur le terrain alors que, de par les tensions liées à la guerre froide, tout les oppose et qu'elles sont séparées physiquement par un rideau de fer et le mur de Berlin. C'est le cas aussi entre les États-Unis et l'Iran en 1998. Deux pays ennemis depuis la révolution islamique de 1979, pour lesquels le match lors du mondial français aura engagé un dégel des relations diplomatiques. Redevenus rivaux depuis, le match les réunissant à nouveau sur le terrain en novembre 2022 est très attendu. Avec pourquoi pas, là encore, l'idée d'accélérer la reprise des relations diplomatiques grâce à un nouveau match de la paix. Les rencontres de Coupe du Monde, par les enjeux qu'elles véhiculent, se transforment parfois en véritable vendetta. C'est ainsi que Diego Armando Maradona parle du match Argentine-Angleterre lors du mondial 1986. La rencontre se déroule 4 ans après la guerre des Malouines, mais aussi en souvenir de l'amère défaite des quarts de finale 1966. La victoire argentine, grâce à la main de Dieu de Maradona, sera vécue comme une vengeance. L'exposition médiatique de grande ampleur de la Coupe du Monde est également une opportunité pour soutenir efficacement d'autres revendications. À cet égard, le match de poule lors du mondial qatari, prévu entre la Serbie et la Suisse, sera à scruter. Les deux équipes se sont en effet déjà croisées lors de l'édition 2018, remettant en avant la délicate question du Kosovo. Cet impact médiatique accentue une instrumentalisation des matchs, parfois même à l'extrême. Le dictateur Pinochet l'avait bien compris en 1974, en faisant du match qualificatif Chili-URSS un duel politique, qui restera finalement à la postérité comme le match le plus triste de l'histoire. Les matchs ne suffisent parfois plus, et c'est alors la compétition tout entière qui est tournée au service non seulement du pays hôte, mais aussi du régime politique en place. Démonstration faite dès la Coupe du Monde en 1934. Si l'Italie en est sortie victorieuse, c'est en réalité Mussolini qui en a été le principal vainqueur, faisant briller tant son régime fasciste que sa personne. Un bel exemple pour Hitler et ses Joe de 1936, mais aussi pour le dictateur argentin Videla lors du mondial 1978. Aujourd'hui, ces manœuvres sont davantage critiquées et pas toujours profitables.
C'est l'amer constat fait par Vladimir Poutine lors des très politiques Jeux olympiques d'hiver de Sotchi de 2014, ayant finalement accentué l'image négative du pays. Ce qui lui a toutefois donné l'opportunité de changer de braquet avec la Coupe du Monde 2018, pour mettre en avant les atouts et les richesses méconnues de la Russie plutôt que sa personne. Pour autant, l'organisation d'une telle compétition, qui génère de plus en plus de pression internationale, d'attentes et d'intérêts économiques, font que la Coupe du Monde devient un chantier bien trop onéreux pour le pays hôte. En 1998, l'organisation du mondial avait coûté environ 600 millions de dollars à la France. Le budget explose en 2010. 4,3 milliards de dollars pour le mondial sud-africain. Cela passe à 15 milliards pour l'édition 2014 au Brésil, puis 27 pour le mondial 2018 en Russie. Quant à la Coupe du Monde au Qatar, elle va battre tous les records pour dépasser le plafond des 200 milliards, dans des conditions d'organisation très controversées et en rupture avec son temps. Cette quête effrénée des États et des organisations, telles que la FIFA, pour bénéficier des effets positifs du soft power sportif, risque malheureusement de vider de sens et de perdre l'âme de compétition qui font vibrer des millions de supporters. Du simple championnat des nations du début du siècle dernier, au méga événement sportif, politique, économique, social, qui rassemble plus de la moitié de la planète, le mondial réunit aujourd'hui les principales problématiques internationales. Ce qui en fait un outil pertinent d'analyse et de compréhension des rouages internationaux. C'est tout l'objet de ce livre, qui revient sur 22 moments clés géopolitiques de la Coupe du Monde, de ses prémices en 1900 à l'édition qatari de 2022. Kevin Vessière. Chapitre 1 aux origines de la Coupe du Monde, faiseuse de paix. L'idée d'un grand tournoi international de football naît au début du XX siècle avec l'objectif, comme pour les Jeux olympiques modernes, de rapprocher les peuples grâce au sport et de repousser pour longtemps le spectre de la guerre. La popularité croissante du ballon rond et la multiplication des rencontres internationales n'empêchent pas pour autant l'inévitable de se produire avec la Première Guerre mondiale. L'Europe va tenter tant bien que mal de se relever des horreurs du conflit et de s'organiser pour que cela ne se reproduise plus, notamment avec la création de l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations. Dans ce prolongement, l'idée d'une construction de la paix grâce au sport fait son chemin, portée par l'élan des Jeux olympiques de Pierre de Coubertin. Le football prendra aussi toute sa part pour réunir les nations autour de la paix. À la fin du XX siècle, le monde est en pleine révolution industrielle. Les nations européennes sont à la lutte pour affirmer chacune leur pleine puissance. Entre guerres internes et externes, avec en toile de fond une bataille pour se partager la planète, toute occasion est bonne pour affirmer sa supériorité par rapport aux voisins. Dans ce contexte, plusieurs initiatives sont lancées pour atténuer les tensions, avec comme dénominateur commun l'universalisme. C'est à travers ce prisme que le baron Pierre de Coubertin va puiser aux racines de la Grèce antique pour faire renaître les Jeux olympiques. L'idée germe de faire une trêve pour construire un monde en paix grâce au sport. Il a là la volonté de favoriser les interactions culturelles entre les pays et de promouvoir les valeurs éducatives et universelles sportives. L'aristocrate français parvient à réunir 79 ambassadeurs du monde du sport le 23 juin 1894 à Paris pour le tout premier congrès olympique, un sommet qui entérine la création du Comité international olympique, CIO, et valide la rénovation des Jeux. La première édition aura lieu en 1896 dans la symbolique ville d'Athènes. C'est un pari réussi, puisqu'elle réunit 14 délégations nationales, et le succès de ces premières Olympiades favorise une internationalisation des rencontres sportives. Un moyen pour les nations de s'affirmer, mais aussi de s'affronter sur un autre terrain que celui du champ de bataille. L'avantage étant qu'une fois la partie terminée, le patriotisme de chacun est certes revigoré, mais l'ensemble des acteurs peut se serrer la main, une fois sifflée la fin de la partie. Le football, quant à lui, n'est pas encore le sport le plus populaire du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. La pratique et la codification du football moderne naissent au milieu du XX siècle sur les terres britanniques,
notamment avec les règles de Cambridge en 1848, première tentative d'unification des différentes pratiques autour du ballon rond. Sa diffusion repose en grande partie sur la puissance culturelle de l'Empire britannique de l'époque, ainsi que sur la modernisation des moyens de transport via les bateaux et les chemins de fer, de Buenos Aires à New Delhi en passant par Paris. Si le premier match international se déroule le 30 novembre 1872 entre l'Angleterre et l'Écosse, il faudra attendre un peu pour voir d'autres nations s'affronter. Ce sera le cas le 1er mai 1904 entre la France et la Belgique, à Bruxelles, devant 1500 spectateurs. Pour autant, malgré son expansion et sa popularité croissante, le ballon rond ne bénéficie pas encore d'un tournoi international de renom. Bien que présent aux Jeux Olympiques depuis l'édition 1900, le football est pour l'instant un sport mineur où s'affrontent quelques clubs. Exit l'équipe de France, celle d'Allemagne ou encore celle de Grande-Bretagne, les vainqueurs des premiers tournois olympiques de football sont des clubs, Upton Park britannique en 1900 et celui de Galt canadien en 1904. Alors que les Britanniques tentent de préserver leur sport, le continent, lui, cherche à se structurer pour développer l'internationalisation de la pratique. Première pierre à l'édifice, la création de la Fédération internationale de football association, FIFA, le 21 mai 1904 à Paris. Avec déjà l'ambition de créer une compétition internationale. Il faudra faire preuve de patience pour que cette réalisation se produise, puisque les premiers véritables tests entre sélections nationales d'Europe n'interviendront qu'au tournoi olympique des Jeux de Londres en 1908 et de ceux de Stockholm en 1912. C'est notamment l'édition suédoise, avec 0,000 spectateurs pour la finale entre la Grande-Bretagne et le Danemark, qui confirme le statut du football comme le sport le plus populaire des Jeux. En mai 1914, le congrès de la FIFA à Oslo officialise ainsi que le tournoi olympique de football, s'il était en accord avec le règlement de la FIFA, serait désormais reconnu comme le championnat du monde de football pour amateurs. La belle évolution du football international est en revanche stoppée par le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Si le conflit entraîne l'Europe dans le chaos, la Grande Guerre n'empêche pas la pratique du ballon rond, sport né dans les classes ouvrières de l'industrie, de se diffuser, notamment dans les campagnes. Il est aussi un sérieux palliatif aux horreurs de la guerre pour les soldats. À la sortie du conflit qui fit environ 20 millions de morts et autant de blessés, les États s'organisent pour que l'impensable ne se reproduise plus. Pour la première fois, une institution internationale est créée en 1919 dans le but de régler les différends internationaux, la Société des Nations. Pour autant, le traité de Versailles condamne lourdement les empires allemands et austro-hongrois, les mettant de facto au banc de la communauté internationale. Une attitude qui sera retranscrite dans les faits aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, où les délégations des nations vaincues de la guerre ne seront pas invitées. Une position que partagent certains membres de la FIFA, notamment la Belgique, lourdement impactée par les conséquences de la Grande Guerre, qui estime que, en théorie, une fois la guerre finie, la paix rétablit les relations d'avant-guerre. Mais après une guerre comme celle-ci, après ce que nous avons souffert, il y a en nous des fibres auxquelles il ne faut pas toucher. Il faut attendre 1921, et l'élection du Français Jules Rimet, à la tête de la FIFA pour voir un abandon progressif de cette politique radicale à l'égard des vaincus. En attendant, la FIFA tente de capitaliser sur la popularité du football post-guerre pour poursuivre sa progression et son internationalisation. Un dilemme se pose alors. La FIFA compte de plus en plus de membres qui veulent participer au tournoi olympique. Or, faire participer un plus grand nombre de pays a pour conséquence d'allonger la durée du tournoi, qui se déroule déjà sur plusieurs jours. Ce qui implique que les joueurs doivent se libérer et donc abandonner leur travail rémunéré pour participer aux Olympiades, en sachant que l'on est encore loin d'un système de congés payés en Europe. Il y a donc là un enjeu, celui que le football se professionnalise et que les fédérations rémunèrent les joueurs en conséquence, ce qui se passe déjà plus ou moins en pratique dans certains clubs, notamment en Grande-Bretagne et en Italie. Mais c'est là que le bât blesse puisque les règles du CIO sont claires, inspirées de l'esprit Coubertin.
elle stipule que les athlètes qui concourent aux Jeux olympiques doivent être des sportifs amateurs pour garder cet esprit libre et noble du sport. Face à cette problématique, le tournoi de football d'Anvers réunit finalement 14 équipes, essentiellement européennes. À noter la participation de l'Égypte, mais le pays n'est alors pas indépendant, car sous domination britannique. Ce tournoi n'en reste pas moins un énorme succès populaire. En particulier pour l'équipe du pays hôte, la Belgique, qui se qualifie pour la finale, rassemblant environ 35 000 spectateurs dans le stade olympique. La population locale est en effet enthousiaste autour de cette sélection, qui ravive l'expression d'une grandeur belge retrouvée. Le pays a en effet subi un lourd tribut durant la guerre. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'organisation des Jeux olympiques a été proposée par Pierre de Coubertin, aux Belges, en hommage à leur souffrance et à leur bravoure. C'est donc une population euphorique qui se réunit autour de l'équipe de Belgique, qui parvient même à remporter la finale du tournoi olympique. De manière quelque peu étrange. L'adversaire en face est la Tchécoslovaquie. L'équipe est elle aussi motivée pour remporter la compétition, car l'État tchécoslovaque a proclamé son indépendance depuis peu, le 28 octobre 1918. La sélection nationale veut ainsi faire briller le nom de son nouveau pays grâce au sport. Ce sont donc deux équipes, habitées d'un fort sentiment nationaliste, qui s'affrontent en finale le 2 septembre 1920. Très convaincante lors des précédents matchs, avec notamment une victoire 4-1 contre l'équipe de France en demi-finale, la machine tchécoslovaque va pourtant se dérégler. Au bout de 30 minutes de jeu, c'est la Belgique qui est devant avec 2 buts d'avance. Ce qui a le don d'irriter le joueur tchécoslovaque Karel Steiner, qui frappe violemment le premier buteur belge Robert Koppé au bas-ventre. Bien que le carton rouge ne soit pas encore inventé, l'arbitre expulse le boxeur. Une bagarre éclate. Le public belge enrage, brûle le drapeau tchécoslovaque et envahit le terrain. Dans ce capharnaüm, le match est interrompu et les Tchécoslovaques, eux, quittent le stade sans jamais revenir. L'arbitre John Lewis siffle la fin de la partie et la Tchécoslovaquie est disqualifiée. La Belgique remporte donc la médaille d'or, tandis que son adversaire est tout simplement exclu du podium. Malgré un climat délétère lors de cette finale, le football est l'un des sports les plus populaires des Olympiades belges et celui qui génère le plus de recettes. Surtout, les styles de jeu propres à chaque nation renforcent l'idée que les équipes nationales sont les représentants en crampons des différents États. Pour l'historien Eric Hobsbawm, le football devint ainsi dans l'entre-deux-guerres une expression de lutte nationale, les sportifs représentant leur nation ou leur État, essentiellement des expressions de leur communauté imaginée. Fort de ce succès, Jules Rimet veut faire encore mieux pour les prochains Jeux olympiques de 1924 qui se déroulent dans son pays à Paris. La problématique du professionnalisme revient encore une fois au premier plan. Une solution est finalement trouvée pour accueillir les 23 équipes qui souhaitent participer au tournoi olympique. Il est prévu qu'il se déroule en amont des autres épreuves et la compétition de football passe désormais d'1 à 2 semaines. Ce tournoi a enfin une dimension internationale puisque des sélections d'autres continents sont présentes. L'Égypte, indépendante depuis 1922, les États-Unis et surtout l'équipe d'Uruguay. Le football a en effet pris une part importante en Amérique du Sud, avec notamment la création d'une compétition entre les différentes sélections nationales en 1916, la Copa América, que l'Uruguay a déjà remportée à 4 reprises. La Celesti, surnom de l'équipe uruguayenne, se présente donc comme l'une des équipes favorites et comme l'attraction sportive du tournoi. Elle confirme tous les espoirs placés en elle avec une impressionnante victoire 4-1 en quart de finale contre la sélection du pays hôte, la France. Une série de victoires qui ne s'arrête plus, permettant à l'équipe uruguayenne de devenir championne olympique après son succès 3-0 en finale contre la Suisse. Le tournoi rassemble sur plusieurs matchs plus de 40 000 spectateurs, grâce au spectacle proposé par les Sud-Américains, et la compétition de football récolte près de 1 798 751 francs sur les 5 423 184 francs de recettes des Jeux olympiques. Le football ne peut désormais plus se cacher. Il est le sport le plus populaire des Jeux, et il est celui qui génère le plus revenus.
La question d'une compétition indépendante de la FIFA vis-à-vis des Jeux Olympiques commence à émerger, tout en sachant que le professionnalisme s'étend dans plusieurs clubs de football européens. Le CIO, quant à lui, opte pour une ligne dure lors de son congrès de 1925 à Prague, en inscrivant clairement dans son règlement que seuls des sportifs amateurs pourraient être inscrits aux Jeux Olympiques. La FIFA hausse le ton et un compromis est trouvé. Le CIO, pour ne pas perdre sa poule aux œufs d'or, accepte que les footballeurs amateurs soient rémunérés jusqu'à un certain montant. Une sage décision puisque le football va générer presque le tiers des recettes des Jeux de 1928 à Amsterdam. Lors de cet événement, la ferveur populaire est au rendez-vous surtout pour voir à l'œuvre deux équipes spectaculaires d'Amérique du Sud, l'Uruguay et l'Argentine. C'est finalement la sélection uruguayenne qui remporte le tournoi devant son rival argentin. Une fois de plus, le fossé se creuse entre le mirage de l'amateurisme prôné par le CIO et la réalité professionnelle du football. En témoigne le podium de ce tournoi olympique où sont présentes 3 sélections nationales, la dernière étant l'Italie, qui compte dans leur rang bon nombre de joueurs déjà professionnels dans leur club. Compte tenu des tensions entre le CIO et la FIFA, cette dernière entérine le projet d'une Coupe du Monde indépendante lors d'un congrès tenu en marge des Jeux Olympiques d'Amsterdam le 26 mai 1928. 3 propositions entrent en concurrence. Celle d'une Coupe d'Europe se disputant tous les 2 ans, celle de 2 Coupes du Monde, une pour les amateurs et l'autre pour les professionnels, ou celle d'une Coupe du Monde organisée tous les 4 ans sur le territoire d'une seule nation pendant un mois. C'est finalement la dernière option qui est privilégiée, et qui perdure encore aujourd'hui. La voie de l'indépendance du football étant ouverte, il ne restait plus qu'à mettre en place les conditions d'organisation et surtout trouver un pays hôte. Face à cette initiative osée, les divergences grandissent entre le CIO et la FIFA sur le statut professionnel des sportifs. Ce qui a pour conséquence que le football se voit exclu des Jeux Olympiques de 1932. La FIFA accélère donc l'organisation de sa compétition et confirme le 18 mai 1929 lors du Congrès de Barcelone que la première Coupe du Monde se déroulera en 1930 en Uruguay. L'Uruguay, fort de son double titre de champion olympique, fête le centenaire de son indépendance cette année-là. Toutefois, la FIFA va devoir s'appuyer en grande partie sur le soutien de la Fédération nationale du pays hôte, mais aussi sur le soutien économique et politique du gouvernement uruguayen pour la pleine réussite de cette compétition inédite, dont tout reste à construire. Ce qui ouvre la voie au fait que la Coupe du Monde, du fait de sa popularité croissante et des infrastructures conséquentes dont elle nécessite, allait devenir un enjeu politique dans les années, les décennies et le siècle à venir. Chapitre 2 1930. La consécration de la nation uruguayenne. C'est bien en Uruguay qu'a lieu la première Coupe du Monde de football. Ce choix étonne à l'époque, tant les centres de décision politique et les événements sportifs mondiaux se cantonnent à l'hémisphère nord. Pourtant, les succès de la sélection uruguayenne, la Celesti, ainsi que le centenaire de l'indépendance du pays convainquent les membres de la FIFA de se tourner vers l'Amérique du Sud. Le pouvoir central uruguayen va alors tout mettre en œuvre pour faire de cette compétition sportive un succès politique pour promouvoir son modèle et la nation uruguayenne. Si bon nombre d'entre nous connaissent l'Uruguay, c'est en partie grâce au ballon rond. Il est vrai que ce pays de 3 millions d'habitants aujourd'hui, coincé entre les géants brésiliens et argentins, a toujours dû trouver des moyens pour exister au niveau international. Une problématique qui émerge dès 1830. Cette année-là, à peine l'Uruguay acquiert-il son indépendance vis-à-vis du Brésil que déjà une guerre civile éclate. Elle oppose les 2 forces politiques uruguayennes de l'époque, influencées par les puissances étrangères voisines. Les Colorados, soutenus par le Brésil, et les Blancos par l'Argentine. Il faudra attendre le début du XX siècle pour que l'Uruguay trouve le chemin de la stabilité et puisse enfin construire son avenir. C'est étonnamment grâce au ballon rond que l'Uruguay va pouvoir se distinguer. Introduit dans le pays grâce aux nombreux Britanniques présents dans le Rio de la Plata à la fin du XX siècle, le football voit ses premiers clubs créés dans les années 1890.
ils se fédérèrent en 1900 autour de l'Uruguay Association Football. La proximité entre les capitales argentines, Buenos Aires, et uruguayennes, Montevideo, accélère une rencontre qui oppose une sélection des meilleurs joueurs des deux villes le 15 août 1899. Un duel qui perdure avec la création des sélections nationales et qui deviendra un événement de plus en plus populaire. C'est bien simple, entre 1902 et fin 1915, l'Uruguay dispute 35 matchs dont 34 contre son voisin. Cette rivalité sportive naissante venait traduire sur le terrain la rivalité historique qui opposait l'Uruguay à son grand voisin argentin. Au fur et à mesure, la Célestie devint un véritable marqueur national pour la population uruguayenne. Une dynamique qui grandit avec la création en 1916 de la Confederación Sudamericana de Football, CONMEBOL, et du tournoi de la Copa América. Malgré la présence des sélections redoutables de l'Argentine, du Brésil et du Chili, c'est bien l'équipe du pays le plus petit, l'Uruguay, qui devient le poids lourd de la compétition, avec 6 titres remportés entre 1916 et 1926. Des succès consolidés au niveau international, avec les victoires des tournois olympiques de 1924 et de 1928. C'est d'ailleurs fort de ce palmarès que l'Uruguay candidate pour l'organisation de la première Coupe du monde de football. Mais le pays d'Amérique du Sud a d'autres atouts à faire valoir, face à une sérieuse concurrence. En effet, plusieurs autres pays, dont l'Espagne et l'Italie, sont sur les rangs pour se prévaloir de l'organisation de cet événement, lors du congrès de la FIFA des 17 et 18 mai 1929. Une solution européenne peut être plus raisonnable compte tenu des frais que vont engendrer les déplacements des différentes délégations en Amérique du Sud. L'Uruguay met en place un important lobbying en amont du vote, grâce au talent de son diplomate Enrique Buero. Il est même soutenu par le président de la Fédération argentine de football, Adrián Béccar Varela. Un soutien qui fera pencher la balance. Pour lui, l'Uruguay mérite plus que tout autre pays d'obtenir l'organisation de ce premier mondial. Il avance plusieurs critères. Le mérite sportif avec 2 titres olympiques et le développement croissant du football en Uruguay et en Amérique du Sud avec la Copa América. Ajoutez à cela le fait que l'année 1930 étant celle du centenaire de l'Uruguay, cette Coupe du Monde serait une véritable fête populaire. Enfin, point important pour la FIFA, l'organisation de la Coupe du Monde sur ce continent serait un honneur rendu aux fédérations sud-américaines. Face à cet argumentaire, et face au coût réel d'une telle compétition, les autres prétendants se retirent de la course et l'Uruguay est désigné comme pays organisateur de la toute première Coupe du monde de football. Un choix qui permet à la FIFA de respecter les rapports de force de la géopolitique du football naissante, tout en se différenciant du CIO, qui avait retiré le ballon rond des épreuves olympiques pour l'édition 1932 et qui pour l'instant organisait les Jeux olympiques seulement en Europe et en Amérique du Nord. Le projet porté par la Fédération uruguayenne de football est grandement soutenu par le pouvoir central national. Les investissements s'annoncent, certes, conséquents, mais n'ont pas de prix comparé à la renommée internationale que pourrait apporter un tel événement. C'est pourquoi l'Uruguay sort les grands moyens en annonçant que les frais de déplacement des différentes délégations nationales seront pris en charge et qu'un stade monumental, d'une capacité de 100 000 spectateurs serait construit. Si l'État uruguayen s'engage tant, c'est qu'il voit là une manière de célébrer aussi la réussite sociétale d'un petit pays coincé entre 2 géants. En effet, depuis 1903 et l'accès au pouvoir de José Batlle y Ordóñez, le pays a instauré une social-démocratie qui, outre des avancées sociales notables, plafonnement du temps de travail, journée de repos obligatoire, suffrage universel, veut s'appuyer sur le sport comme politique éducative et sanitaire active. Les investissements consentis par l'Uruguay pour la Coupe du Monde poursuivent donc cette politique intérieure. Outre cet aspect, l'Uruguay voit dans l'organisation du mondial un moyen d'unir la nation autour de la sélection nationale, qui a acquis une dimension mythique grâce à ses victoires olympiques. En effet, la population de l'Uruguay a bondi entre 1830, 70 000 et 1930, 1,5 million grâce à une forte immigration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.